Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Autour du monde, édition Europe. Comme vous savez, pendant cette édition, jette un coup d'œil sur les dernières évolutions, mais aussi sur les dernières actualités qui ont pris place sur la scène politique et économique du continent européen durant les derniers jours. Et cette fois-ci, nous allons commencer, ou plutôt, nous allons consacrer la deuxième partie de cette édition aux discussions de l'importance du projet de nouveau canal de Suez, l'impact positif sur le commerce international, mais aussi sur le commerce au sein de la Méditerranée et en général le commerce entre les continents européens, entre le continent européen et le continent africain, mais aussi le continent asiatique. Mais je dois tout de suite plutôt commencer cette nouvelle édition par la tournée africaine effectuée par le chef des armées françaises, M. Jean-Yves Le Drian, et du jeudi 23 juillet au lundi 27, Jean-Yves Le Drian, parfois surnommé le ministre de l'Afrique, a visité les troupes françaises et discuté avec les dirigeants de la Centrafrique, du Congo, de l'Égypte et de Djibouti. Un commentaire. Plusieurs des étapes étaient envisagées de longue date, mais Jean-Yves Le Drian a été bloqué en France par la prolongation des débats sur la loi de programmation militaire finalement adoptée vendredi. En Centrafrique, il a fait le point sur le désengagement progressif du contingent français de l'opération Sangaris, passé de 1700 à environ 800 hommes. Le renversement en mars 2013 du président centrafricain François Bozizé par une rébellion à dominante musulmane, la Séléka, avait plongé cette ex-colonie française dans le chaos et la plus grave crise de son histoire depuis son indépendance en 1960. Pour enrayer les massacres entre communautés musulmanes et chrétiennes, la France avait déployé l'opération Sangaris en décembre 2013. Après de nombreuses pressions internationales, une autorité de transition avait été mise en place en janvier 2014. Initialement prévues en novembre 2014, les élections présidentielles et législatives ont été reportées plusieurs fois. La date du 18 octobre 2015 a été arrêtée par le gouvernement. Jean-Yves Le Drian a fait le point sur ce processus avec la présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza. Puis il est allé au Kangou pour faire de même avec le président Denis Sassou Nguesso, qui joue le rôle de médiateur chez son voisin centrafricain. Le ministre français s'est rendu ensuite au Caire où il a discuté de la crise des BN avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Depuis la chute du régime du dictateur Mohamed Kadhafi en 2011, la Libye est en proie au chaos avec deux gouvernements qui se disputent le pouvoir et des terroristes qui profitent de la situation pour gagner du terrain. Des combattants proches du groupe État islamique EI se sont ainsi implantés dans l'est du pays, non loin de la frontière avec l'Égypte, qui doit déjà affronter la menace terroriste dans le Sinaï. Enfin, cap à l'est, Jean-Yves Le Drian était le premier ministre français de la Défense à se rendre à Djibouti depuis 2004, bien que ce petit pays de la Corne de l'Afrique abrite l'une des principales bases militaires françaises à l'étranger, avec 2000 hommes. Le ministre de la Défense français, qui a été reçu par le président Ismaïl Omar Guelleh, devait officialiser une baisse significative des effectifs militaires français. Selon des sources proches du dossier, le contingent a été réduit de 300 personnes cet été et d'au moins 300 autres d'ici 2 ans. Passons à l'intervention turque en Irak, mais aussi en Syrie. En fait, la Turquie semble avoir pris un tournant important dans la lutte contre les terroristes de Daesh. Elle paraît décidée à les combattre en Syrie en accord avec les États-Unis, même si elle tardive. C'est une bonne nouvelle qui peut changer pas mal de choses sur le terrain. Donc un commentaire et après cela, c'est le temps de discussion sur le nouveau projet du canal de Suez. La Turquie a intensifié samedi son offensive tous azimuts contre l'État islamique EI et les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan PKK que son gouvernement a promis de poursuivre sans faiblir sur son sol comme à l'étranger. Quelques heures après un premier raid, des chasseurs bombardiers de l'armée de l'air ont à nouveau décollé dans la nuit pour frapper des positions de l'EI sur le territoire syrien. Dans le même temps, les F-16 turcs ont mené vendredi soir de nouveaux raids contre le PKK en bombardant 7 objectifs rebelles, abris, hangars et stockage de munitions dans ces bases aériennes des monts Kandil dans le nord de l'Irak. Une troisième série de frappes aériennes et terrestres turques était en cours samedi, a déclaré le Premier ministre Ahmet Davutoglu devant la presse à Ankara.
Ces raids aériens marquent un tournant dans la politique syrienne du régime islamo-conservateur turc, longtemps accusé par ses alliés de fermer les yeux, voire de soutenir les organisations radicales en guerre contre le régime de Damas. L'offensive contre les militants kurdes menace pour sa part de faire voler son éclat le fragile processus de paix engagé à l'automne 2012 pour tenter de mettre un terme à une rébellion qui a fait quelques 40 000 morts depuis 1984 sur le sol turc. Dans un communiqué publié sur son site internet, la branche armée du PKK a estimé que ces bombardements signifiaient la fin du cessez-le-feu entre les rebelles et les forces de sécurité turques qui tenaient tant bien que mal depuis 2013. Le combat contre la menace terroriste, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, va se poursuivre avec détermination, ont confirmé samedi les services du Premier ministre Ahmed Davutoglu. Les opérations militaires ont été ordonnées après une vague de violence qui a débuté lundi par l'attentat suicide perpétré par un jeune turc dans la ville de Surkus, près de la frontière syrienne, qui a fait 32 morts parmi un groupe des militants proches de la cause kurde. Le gouvernement a rapidement attribué cette attaque au groupe État islamique qui ne l'a pas pour l'heure revendiqué. En représailles à cet attentat, des militants proches du PKK ont multiplié les opérations de forces de sécurité turques, symbole d'un gouvernement que de nombreux Kurdes accusent de complicité avec les terroristes. Mercredi, le PKK a revendiqué l'assassinat de 2 policiers à Silan-Pinar. Pour la deuxième journée consécutive, la police antiterroriste turque a procédé samedi matin à des dizaines d'arrestations de militants supposés du groupe EI et du PKK dans plusieurs villes du pays, dont Istanbul et Ankara. Ce coup de filet inédit en Turquie dans les rangs terroristes a débuté vendredi matin, impliquant plusieurs milliers de policiers dans tout le pays. Selon le dernier bilan fourni samedi matin par le Premier ministre, un total de 590 personnes ont été placées en garde à vue dans 22 provinces du pays. Depuis lundi, la tension est vive dans de nombreuses villes de Turquie où les manifestations dénonçant la politique syrienne du président Erdogan sont quasiment toutes réprimées par la police. Par souci d'apaisement, le principal parti kurde Turquie a annulé la grande marche pour la paix antiterroriste prévue pour dimanche à Istanbul, le gouverneur local l'ayant interdite. Autre signe de son virage stratégique, la Turquie a confirmé avoir autorisé les États-Unis et d'autres pays de la coalition anti-djihadiste qu'il dirige à procéder à des raids aériens en Syrie ou en Irak, à partir de plusieurs de ses bases, dont celle d'Ensirlik au sud du pays. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a précisé samedi que les secteurs de la Syrie qui seront débarrassés des combattants terroristes par ces frappes deviendraient des zones de sécurité. Le nouveau canal de Suez, le rêve est maintenant réalité. Les recettes du canal de Suez atteindront 13,2 milliards de dollars dans les prochaines années. Le premier bateau emprunte le nouveau canal, le canal de Suez, indispensable pour le commerce international. En fait, ce sont des titres très importants dont on a récolté, ou qu'on a récolté durant les derniers jours. En fait, ce sont des titres très importants issus de journaux francophones, que ce soit ici en Égypte ou en France ou même dans les autres pays francophones. Et en fait, l'Égypte est en plein préparatif pour la construction, plutôt pour la cérémonie de l'inauguration du second canal de Suez qui aura lieu le 6 août prochain, c'est-à-dire dans les jours prochains. Le pays a doublé, approfondi et élargi la célèbre voie d'eau reliant les mers Rouge et Méditerranéenne, le tout sur 72 des 162 km du canal. Un événement qui passionne l'opinion publique égyptienne. Mais comment les Européens, les Occidentaux reçoivent ce nouveau projet de canal de Suez? C'est notre sujet à discuter dans les prochaines minutes avec Monsieur Albert Tagnos. C'est le président de la Fondation Égypte-France qui va nous parler à partir de la France afin de révéler la lecture de l'opinion publique en France plutôt et la lecture de la presse française de ce nouveau projet. Et c'est pourquoi permettez-moi de dire bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je suis ravi de vous avoir en direct pour cet événement historique, Oui. cet événement grandiose, cet événement qui va rester dans la mémoire, dans l'histoire de l'Égypte et de la France pendant des années. Car il faut penser
que celui qui a débuté ce projet, c'était Fernand Bieliceps, c'est un Français, et que l'Égypte, à travers cette historique qu'il faut toujours la garder dans notre mémoire, a rétabli un grand lien entre l'Égypte et la France à travers le canal de Suez. Oui. Et le canal de Suez, c'est un symbole très important car il présente cette amitié, cette collaboration entre l'Égypte et la France. Nous devons à la France le fait qu'ils ont débuté ce projet il y a 150 ans environ, mais l'Égypte aussi a reçu les Français et les investissements récents économiques, sociaux, amicaux, c'est aussi cette collaboration que j'espère que ça va prendre une ampleur plus importante pour remercier la France et en même temps de ce que l'Égypte aussi reçoit de la France et que cette collaboration doit continuer à ce niveau très spécifique dans la relation amicale, économique, sociale et dans tous les domaines culturels, bien entendu. Oui. En fait, M. Albert Tanios, avant de commencer notre édition, vous avez fait une remarque très importante que c'est un grand projet, c'est un projet très gigantesque, mais il n'y avait pas une préparation bien faite sur le terrain en Europe et en France en particulier pour être au niveau de cet événement. Pourquoi, monsieur? Parce que je pense qu'un événement historique comme ça devait prendre une ampleur médiatique beaucoup plus importante. Je pense que l'Égypte devait mieux investir, mieux gérer, mieux faire passer le message, car c'est un événement qui va pour des générations et des générations. C'est un symbole de cette relation très importante et très intime, je pourrais dire, hein, très intime, très spécifique entre la France et l'Égypte, et que nous l'avons pas assez investi de mon point de vue, de la part aussi des Égyptiens vivant en France, c'est que nous devions le préparer beaucoup mieux. Ouais. Déjà, je pensais que quelqu'un de Canal de Suez, d'un responsable de Canal de Suez, devait venir en France faire le tour de l'Europe, faire le tour des États-Unis, faire le tour de tous les pays qui vont passer tôt ou tard, soit qu'on le veuille ou non, par leur bateau dans le canal. Donc, je pensais qu'il y avait des responsables de Canal de Suez ou de l'Égypte, ou de tourisme, parce que c'était quand même l'occasion en grande eau, pour dire, venez, voyez ce qui se passe en Égypte. Le pays est stable, même s'il y a des petits événements comme ça malheureux, mais je pensais que ça pouvait donner sur le plan touristique un catalyseur pour que le tourisme revienne en Égypte. C'était aussi le moyen, un atout que nous l'avons toujours, pour dire... Mais permettez-moi de vous poser cette question en tant qu'un Égyptien. C'est comment vous avez eu l'impression, comment vous avez découvert l'impression des Égyptiens qui vivaient actuellement à l'étranger. Par exemple, vous êtes en France, vous vivez en France actuellement. C'est l'impression des Égyptiens là-bas. Monsieur Tanios. Monsieur Albert Tanios, est-ce que vous m'entendez bien? Je crois que monsieur Albert Tanios n'est pas à l'appareil actuellement. C'est pourquoi permettez-moi de vous révéler que le canal de Suez occupe une large place symbolique dans l'imaginaire collectif des Égyptiens. Et dans l'école primaire, par exemple, les petits Égyptiens ont appris que soumis à la corvée, 100 000 fellahs aux paysans égyptiens de la vallée du Nil ont péri dans les percements du premier canal. Et Radio France Internationale a même jeté la lumière sur ce sujet
Et selon le site internet d'actualité de Radio France Internationale, nous pouvons dire que la nationalisation du canal de Suez par Nasser en 1956 et l'agression militaire britannique, française et israélienne qui ont suivi sont l'acte fondateur du nationalisme arabe. La traversée du canal et la prise de la ligne israélienne Bar-Lev en 1973 est considérée comme la grande victoire militaire qui a permis de libérer le désert du Sinaï. Ensemble pour un Égyptien, le canal de Suez est une voie d'eau payée par le sang. Donc, comme vous venez de me suivre, les Égyptiens ont payé le coût du creusement de ce projet par leur sang, par leur vie. C'est un projet toujours 100% égyptien. Nous sommes très fiers en tant que des Égyptiens de creuser par nos mains, par nos sangs, par nos vies, ce nouveau canal de Suez. Nous sommes les Égyptiens, nous tenons toujours à défendre notre pays par le sang, mais aussi nous tenons à construire par nos mains, par nos épaules, par nos esprits, par les bras et la volonté de faire des Égyptiens le pays qui s'appelle l'Égypte, notre parti. Et comme vous suivez, chers téléspectateurs, ici au Proche-Orient, cette région est tout à fait touchée par d'importantes crises économiques, politiques, sécuritaires. Mais au milieu, les Égyptiens ont pu vraiment réaliser un accomplissement sur le terrain, ont pu vraiment faire un projet gigantesque, un projet de développement, un projet de construction. Les Égyptiens sont toujours des constructeurs de civilisation. Les Égyptiens ont pu, par ce projet, représenter un symbole, ou présenter plutôt un symbole très très important pour le monde entier. C'est l'unité du peuple égyptien qui gagne toujours et qui peut, sur le terrain, réaliser de grandes victoires très très impressionnantes aux yeux du monde entier, si je peux dire, dans un an, les Égyptiens ont pu creuser un nouveau canal de Suez et la nouvelle extension de ce nouveau canal de Suez doubler le volume de trafic quotidien des bateaux sur ce point de passage obligé de la Méditerranée. Les recettes annuelles produits des droits de passage d'hiver passeront de 5,3 à 13,3 milliards de dollars à l'horizon de 2023, selon la prévision des autorités égyptiennes. Mais c'est un cadeau très, très important pour le monde entier. Et le canal de Suez est désormais indispensable pour le commerce international et stratégiquement parlant, du point de vue économique. Le nouveau canal de Suez et l'Égypte tout entière semble être une partie très très importante pour la solution de la crise économique qui frappe le monde entier. Par exemple, à travers de tels projets, nous allons réduire le coût de passage des bateaux et des navires entre les continents et par conséquent, nous allons faciliter un peu plus le commerce international. Permettez-moi de noter que les experts ne sont pas tous convaincus de la rentabilité de ce second canal de Suez, sont même en profond désaccord. C'est ce comme a révélé par exemple le site internet d'actualité de Radio France Internationale. Et c'est souvent le cas des experts. Les plus optimistes évoquent un triplement en court terme de revenus du canal qui passerait, comme je viens de dire, de 5 à 13 ou à 15 milliards de dollars par an. Les plus pessimistes estiment que ces travaux, c'est de l'argent jeté à la mer, car il n'y avait pas de demande de la part du commerce mondial qui stagne. C'est une opinion pessimiste, mais les prochains jours vont révéler qui a raison et qui a tort. Je crois que nous avons perdu le contact avec M. Albert Tagnos qui nous avait parlé à partir de la France. C'est pourquoi permettez-moi de conclure cette édition de votre émission hebdomadaire Autour du monde, édition
Europe. Et comme vous venez de nous suivre, les Égyptiens réalisent toujours des victoires sur le terrain dans n'importe quelle condition. C'est tout pour cette édition. Bonne suite de nos programmes sur la TV internationale. Au revoir.